Passons tout de suite à la table ronde suivante, donc sur les réseaux électriques, que nous avons intitulé réseau électrique, clé de voûte de la transition énergétique, avec 4 intervenants, mais je vais en appeler 3 tout de suite, et puis nous aurons un joker qui arrivera juste après. Michel Tessédou, vous êtes président du syndicat d'énergie du Cantal, presque voisin du territoire de Figeac. Nicolas Wojnarowski, responsable du département collectivité et territoire d'Enedis. Et Marc Jedliska, directeur général d'Espul, vice-président du Clerc, porte-parole de Négawatt, entre autres fonctions. Alors peut-être deux mots d'introduction sur la question. La transition énergétique en lien avec les réseaux entraîne un ensemble de questionnements sur lesquels on va pouvoir échanger tout à l'heure. Tout d'abord, côté production, des formes de production plus variables et plus décentralisées, avec notamment le solaire et l'éolien qui en matière d'électricité auront un rôle clé. Des usages qui demain seront peut-être plus flexibles, donc une consommation qui, peut-être contrairement à aujourd'hui, pourra commencer à être aussi un peu pilotée, on pourrait éventuellement dire, et des nouveaux usages en perspective, si on peut en citer un par exemple, la voiture électrique. L'ensemble de ces usages-là qui correspondent à une sorte de scénarisation qui semble faire consensus chez un grand nombre d'acteurs, vont introduire chacune des contraintes ou des opportunités spécifiques sur le réseau électrique sur lesquelles justement on va vous inviter à témoigner. Et puis, au-delà des questions un peu techniques, on vous invitera sur cette table ronde-là aussi à évoquer des questions plus organisationnelles, de liens entre les différents types de structures que vous représentez, en se focalisant pas mal à l'échelle du territoire et de la région, mais n'hésitons pas éventuellement aussi à aller sur le champ national, beaucoup de choses étant aussi organisées en la matière au niveau national. Michel Tessédou, les syndicats d'énergie, autorités organisatrices de la distribution d'électricité, donc pour le compte des communes, sont évidemment en première ligne sur cette question-là, représentantes des collectivités locales. Quel constat, tout simplement, faites-vous aujourd'hui sur les questions de réseau en lien avec la problématique de la transition énergétique dans les territoires? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce débat qui, je crois, interpelle tous les gens qui sont ici et au-delà. Moi, je suis donc le voisin de Figeac, puisque ma commune est limitrophe du Lot. Elle s'appelle Parlan. Je suis donc le maire de cette commune. Je suis aussi président de l'EPCI, la Châtaignerie cantalienne, qui vient d'être créée par la fusion de 4 Comcom et qui a eu comme première initiative de créer une commission énergie pour essayer de se positionner dans le cadre de la transition énergétique, car bien sûr, cette communauté a été labellisée TEPCV et à ce titre bénéficie d'un certain nombre de moyens qui lui permettent de s'inscrire dans cette transition, d'abord peut-être en termes d'économie d'énergie et ensuite, et nous l'espérons, en termes de production d'énergie nouvelle renouvelable. Le constat que nous faisons, nous, au syndicat départemental d'énergie du Cantal, c'est qu'après avoir utilisé la capacité d'analyse et d'expertise de notre principal producteur d'énergie électrique national, EDF, il a été établi que ce territoire du département du Cantal avait une capacité de production d'énergie nouvelle renouvelable 6 fois supérieure à sa consommation. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que pour la première fois en 2016, ce département a été autonome pendant 5 jours. C'est peu, mais c'est un événement. Et donc, ça nous interpelle et ça nous amène à réfléchir à la manière dont pourrait être exprimé ce potentiel. La première difficulté que nous rencontrons, c'est peut-être celle de la capacité, c'est même certainement celle de la capacité d'injection sur les réseaux. Les réseaux n'ont pas été construits pour être à la fois en capacité de maîtriser des flux descendants et ascendants. La logique historique de la construction des réseaux, et je parle sous le contrôle d'Enedis, c'est d'aller de la source d'énergie vers le point le plus éloigné de cette source. C'est un peu comme le corps humain, hein, on part des grandes artères pour aller vers les artérioles. Et au bout des artérioles aujourd'hui, grâce à la transition énergétique, on pourrait mettre en production des volumes d'énergie assez impressionnants que les artérioles n'ont pas la capacité d'absorber parce qu'elles ne sont pas dimensionnées pour. Donc la vraie question pour nous, c'est de savoir si Enedis, notre concessionnaire, auquel nous sommes attachés et auquel nous sommes à la fois attachés et dépendants,
mais peut-être que la dépendance va dans les deux sens, et je pourrais en parler si vous le souhaitez. Nous sommes conscients que le statut de monopole d'Enedis et la mission de service public qui résulte du fait historique de la couverture qu'on a appelée l'électrification rurale est un véritable atout, si tant est qu'on est capable d'organiser une solidarité inversée, progressive de la prise en compte de ces potentialités territoriales. Car l'ambition que nous partageons, je crois, l'ensemble des syndicats, c'est celle de dire qu'aucun territoire ne peut être discriminé par sa capacité d'injection ou son incapacité à injecter. Et donc nous nous inspirons de cette réalité pour dire demain comment on peut faciliter l'expression de toutes les énergies nouvelles. Il y en a une dont on ne parle pas beaucoup, c'est celle des énergies qui circulent dans les réseaux d'adduction d'eau potable. Il y a la possibilité d'installer dans ces réseaux des turbines, parce qu'il y a des déclivités et des gravités très importantes qui sont des sources potentielles très intéressantes. C'est une anecdote pour nourrir un peu plus le débat. Mais peut-être que je pourrais m'en arrêter là pour l'instant et permettre l'échange et le débat. Tout à fait, merci. Alors c'est vrai que le temps que j'allume mon micro il y a quelques secondes, merci pour vos applaudissements. Alors on va être sur plus de questions-réponses, peut-être gardez-les un peu pour la fin aussi, vos applaudissements. Nicolas Wojnarowski, justement côté Enedis, donc acteur national structurellement, comment vous abordez justement le lien que vous avez avec les territoires et quel est votre positionnement justement sur la question de la transition énergétique? Bonjour à tous et à toutes, merci de votre invitation. Monsieur le Président l'a dit, la transition énergétique occasionne des changements très importants sur la façon de gérer le réseau public de distribution. C'est indéniable. La métaphore du corps humain est plutôt bonne, je trouve. C'est-à-dire que historiquement, voilà, on gérait les flux d'énergie dans un sens. Avec la transition énergétique, le réseau public doit apprendre à gérer, à intégrer des sources d'énergie locales qui arrivent directement au niveau distribution et à faire fonctionner tout ça, le système de distribution avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages, les ENR, la mobilité électrique, etc. Alors, il y a évidemment l'intitulé de l'atelier, le réseau clé de voûte de la transition énergétique. Nous en sommes intimement convaincus, côté Enedis, pour deux raisons principales, je dirais. La première, c'est que le réseau doit faciliter, doit permettre la transition énergétique. Les grandes attentes de la transition énergétique, exprimées d'ailleurs au moment des débats et de la mise en application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ces grandes attentes, développer le potentiel des ENR, aujourd'hui, les smart grids, l'intégration de ce potentiel sur le réseau, eh bien, le réseau public a un rôle central, doit évoluer aujourd'hui pour permettre cette intégration. Deuxième grand objectif, deuxième grande attente, faciliter, favoriser la mobilité électrique, c'est la même chose, ça revient, certains disent que les voitures électriques, à un moment donné, ce sont des batteries sur roulettes, pour le réseau, ça se joue comme ça aussi. Nous devons permettre, nous travaillons à permettre d'optimiser l'intégration de la mobilité électrique sur les territoires. Et puis, globalement, mieux consommer, mieux planifier l'énergie. J'étais très marqué, très intéressé par ce que l'on a vu dans le premier atelier, des scénarios avec de la planification à long terme, avec de telles évolutions, de telles ruptures sur la production. Eh bien, il faut savoir les planifier. Il faut des données. Ensuite, il faut savoir suivre les actions de politique énergétique dans la durée. Le réseau, avec les compteurs communicants Linky, doit permettre de mettre à disposition l'ensemble de ces données pour aider justement à mieux consommer. Donc le premier objectif, permettre, aider, être le facilitateur de la transition énergétique. Et puis ensuite, nous sommes convaincus aussi que le réseau public a un rôle d'optimisation de cette transition énergétique. Permettre aux acteurs de choisir, d'optimiser entre énergie centralisée
et énergie décentralisée, en fonction de choix sociétaux ou économiques. Premier point. Parfois, parce qu'il n'y a pas le choix du tout, quand on doit pouvoir dépanner, jouer un rôle assurantiel, parce que certaines sources de production ne fonctionnent pas. Il faut pouvoir faire appel à un réseau davantage centralisé. Et le point très important qui a aussi été mis en avant par Monsieur le Président, c'est que tout cela doit se faire dans le respect de solidarité territoriale, mais parfois aussi supraterritoriale et nationale. On a un système électrique qui est quand même performant et qui a été fondé sur la solidarité nationale. Ça aussi, c'est important et vous l'avez mentionné. Marc Géliska. Alors peut-être quelques mots déjà. Espul, qui êtes-vous? Parce que c'est plutôt moins connu a priori que le syndicat d'énergie et Enedis, filiale d'EDF, premièrement. Et nous voilà déçus. Alors je ne sais pas. Alors d'où venez-vous et pourquoi en êtes-vous arrivé au réseau? C'est du coup un point assez intéressant qui vous permettra d'en venir au constat que vous pouvez observer par l'activité de terrain que vous menez. Alors Espul a fêté ses 25 ans cette année. Et notre première action, c'était le raccordement au réseau du premier kilowatt photovoltaïque à côté d'un éléphant blanc qui s'appelle Super Phoenix, qui à l'époque était en panne et n'a jamais redémarré alors que notre kilowatt continue à fonctionner bravement depuis 25 ans, sans aucun tarif d'achat, sans aucune autorisation de qui que ce soit, et en plus avec du crowdfunding, comme on dit aujourd'hui. C'était juste une tontine entre copains, parce que ça coûtait la peau des fesses. Et donc de cette expérience, on a après été engagé à l'insu de notre plein gré dans des programmes européens. En fait, c'est la Commission européenne qui, ayant su que ça pouvait se faire en France, où les lois de la physique étaient les mêmes que dans les pays voisins, on avait importé ça de Suisse, eh bien on a développé des programmes européens, ce qui fait qu'au moment de la mise en place de l'obligation d'achat en 2000, on avait à peu près 350 à 400 sites chez des particuliers qui fonctionnaient, avec quelque chose qui était génial à l'époque, c'est que ça faisait tourner le compteur à l'envers. C'est les compteurs électromécaniques, vous savez. Et on perdait beaucoup d'argent. C'était pas pour nous déplaire, parce que évidemment le kilowattheure photovoltaïque coûtait beaucoup plus cher que le kilowattheure fourni par le réseau. Donc ça c'est notre histoire. Et puis après on est devenu Espace Info Énergie dans le département de Lyon, on a des activités qui vont là. En tout cas, ce qu'on a tout de suite su nous, c'est que derrière le photovoltaïque, on tire, c'est le bout de la pelote qui dépasse, on a le réseau tout de suite. Donc à l'époque c'était EDF, après c'est devenu RDF, maintenant c'est Enedis, mais ça fait 25 ans que on essaye de dialoguer avec cette grande maison, pleine de bonnes intentions comme on vient de l'entendre, et on est vraiment ravis d'entendre ce discours-là. On aimerait juste qu'on revienne un peu sur Terre, sur la réalité de ce qu'est le photovoltaïque. Alors je ne vais pas de cette filière-là, mais c'est pas du tout exclusif, c'est juste que c'est la filière qu'on connaît le mieux. Surtout, c'est une filière particulière parce qu'elle se connecte obligatoirement, quasi, sur le réseau basse tension, un peu moyenne tension, mais surtout sur le réseau de Madame Michu, on va dire, ou Monsieur Michu plutôt, partout. Et donc, il a cette particularité. Et donc, et ça, c'est quelque chose qui est, jusqu'à présent, en tout cas, on a animé un atelier là, hier sur ces questions-là, c'est beaucoup passé en dessous des radars. Et là, je dis ça dans les rencontres TEPOS. Les TEPOS, c'est des territoires de projet. Donc vous avez passé depuis quelques années beaucoup de temps à identifier vos potentiels d'économie d'énergie, de sobriété, d'efficacité, etc., de renouvelables et tout ça, l'éolien, de biomasse, tout ce qu'on veut. Et puis vous avez commencé à vouloir faire des installations photovoltaïques sur toit de la mairie, centrale du village, tout ce qu'on veut. Vous étiez plein dans le terrain avec un tarif qui allait bien, tout ça, et hop, vous envoyez votre demande de raccordement à Enedis, et vous recevez un devis à 30 000 €, 2 fois plus cher que l'installation. Oh. Ça, on l'avait un petit peu anticipé, donc on a essayé depuis pas mal de temps de discuter avec le réseau, avec donc notamment Enedis, sur des questions des fois très techniques, très compliquées. C'est vrai que c'est pas très communicant le réseau, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un enjeu pour nous essentiel, et d'entendre aussi le discours d'un syndicat que je ne connais pas plus qu'un autre. J'en ai un aussi dans mon département que j'aimerais bien entendre avoir le même discours, je vous le dis franchement. Voilà, ça c'est en fait le problème de l'intégration massive des renouvelables électriques, en tout cas, on parle que l'électricité dans le réseau. Pour nous, c'est pas vraiment. Il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux économiques, d'investissement, etc. Mais vraiment, ce qui manque et ce qui a manqué depuis 25 ans, c'est juste un truc, le dialogue, se parler autour d'un objectif commun qui est de faire bouffer du kilowattheure renouvelable au réseau. Pour résumer, et on va finir par y arriver, on en a une preuve. Merci beaucoup à tous les deux pour commencer. Merci. Alors, on a évoqué justement sur cette question, notamment vous, Michel Teyssedou, le lien un peu nécessaire, en tout cas historique, entre le territorial, en passant évidemment par l'échelle régionale aujourd'hui, et le national.
Je voulais vous poser une question un petit peu sur les orientations que vous imaginez. Quel est votre positionnement sur, d'un côté, le réseau national que vous évoquez, sa capacité à faire transiter les flux d'un bout à l'autre de la France, presque, en passant par le réseau de transport, les questions de péréquation, donc de solidarité qui peuvent être aussi associées entre territoires. Et de l'autre côté, ce qu'on voit beaucoup apparaître aujourd'hui en termes de discours, autoconsommation individuelle, autoconsommation collective, qui sont d'une certaine manière presque intrinsèquement l'opposé, c'est-à-dire des logiques d'insularisation sur des petites boucles, ou au moins des logiques d'équilibrage sur des boucles. Voilà. Comment, aujourd'hui, entre ces deux tensions un peu extrêmes, comment vous vous positionnez, Michel Taissédou, en tant que syndicat? C'est une problématique très large, qui nécessite que l'on dise de manière très simplifiée des choses très compliquées. Donc je vais essayer d'être simple. Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux, par l'intermédiaire de la délégation qu'elles ont donnée aux syndicats. Les syndicats sont en charge de les exploiter, enfin pas de les exploiter, de les entretenir, et elles ont confié l'exploitation à notre concessionnaire qui est Enedis. Jusque-là, tout va bien. Sauf que la loi sur la transition énergétique induit des possibilités tellement nouvelles qui peuvent être tellement contradictoires au schéma qui a été mis en vigueur depuis sa création, qu'il est urgent que tous les acteurs se mettent autour de la table. Et le principal acteur qui n'est pas dans le débat aujourd'hui et qui devrait l'être, à mon souhait, rapidement, c'est celui qui détient l'entreprise nationale Enedis, c'est l'État. 83% des actions sont détenues par l'État. Donc, pourquoi je dis l'État? Parce que l'État est à l'origine de l'électrification rurale, des lois qui ont sous-tendu l'organisation de cette distribution électrique, il est à l'origine de la transition énergétique, il est à l'origine de la possibilité d'autoproduire, d'autoconsommer et de faire des boucles locales, et tout ceci n'est pas régulé, pour l'instant, par une vision politique à moyen et long terme. Je dis les choses comme je les ressens, je ne prétends pas détenir la vérité. Je dis ceci pourquoi? Parce que la difficulté d'Enedis et la difficulté de tous les acteurs, c'est le marché. Le marché, s'il devient le régulateur à la place de l'État, se moquera de qui produit, où on produit et à quel prix on produit et quel aménagement du territoire en découlera. Or, moi, ce que je crains, c'est une dualité économique de projets et de perspectives entre les intérêts urbains et les intérêts ruraux. Je m'explique. Les intérêts urbains concentrent les lieux massifs de la consommation future d'énergie nouvelle renouvelable, mais ne concentrent pas les lieux de sa production. Sa production, elle est dans les territoires ruraux. Or, les territoires ruraux, c'est 10% de la population nationale pour 90% de l'espace. Il est urgent de faire de la transition énergétique une non-dualité entre le monde urbain, consommateur d'énergie nouvelle renouvelable, et le monde rural, producteur d'énergie nouvelle renouvelable. La seule façon d'y parvenir, c'est d'avoir une planification, une programmation, une armature, une architecture de réseau qui fera qu'aucun territoire rural ne sera discriminé demain dans son initiative de développement territorial. Je termine. Le Cantal. Je suis agriculteur, 40 ans de militantisme dans la profession agricole. J'avais l'habitude de dire que le Cantal, c'est deux mamelles, l'agriculture et le tourisme. Eh bien aujourd'hui, c'est une troisième mamelle, c'est l'énergie nouvelle renouvelable. Son expression potentielle n'est pas garantie, sauf si ce discours, dans le cadre de la cohésion territoriale, est pris sérieusement en compte et a appelé l'État à s'en mêler pour arbitrer, parce que l'aménagement du territoire, ce n'est pas le résultat du marché. Alors là, c'est vrai que je crois que les applaudissements s'imposaient, et j'ai loin de moi l'idée de vous couper là-dessus, évidemment. Quand vous dites l'État sans mêler, Vous savez, je vais vous dire, les jeux de mollets, ça rend les jambes bêtes, mais je parle des jambes. Nicolas Wojnarowski, quelle est votre vision sur cette question? Sur l'organisation du système électrique, il y a les acteurs nationaux, les acteurs locaux.
Nous, Enedis, on est une entreprise régulée, de monopole, régulée avec une commission de régulation de l'électricité. Et notre objectif, ce que l'on doit faire, et avec mes deux voisins, je pense qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est cette question des énergies renouvelables qui arrivent sur le territoire aujourd'hui. En effet, c'est un nouveau point sociétal prépondérant, très important. Nous devons faire qu'elle s'intègre. Vous avez employé l'expression faire bouffer du kilowattheure ENR au réseau, je ne sais pas comment il faut le dire, mais nous, tous nos efforts doivent être tendus vers l'intégration de ces ENR au réseau public. Alors après, quelle que soit l'organisation finalement, moi ce que je crois, et je vais rappeler ce qu'a dit le maire de Figeac qui nous invite tout à l'heure, c'est que il est nécessaire que tous les acteurs travaillent ensemble. Et finalement, quel que soit le schéma organisationnel, moi je crois que depuis maintenant quelques années, nous avons collectivement progressé dans le fait de travailler ensemble, les acteurs de l'énergie, évidemment les collectivités et les concédants, les administrés, les clients des territoires, les entreprises, pour réussir à mettre en place des solutions au service de la transition énergétique. Avec aussi les acteurs du bâtiment, du monde de l'IT, les autres gestionnaires d'infrastructures de réseau. Aujourd'hui, à une maille territoriale, lorsque l'on pense politique énergétique, on se rend bien compte, nous Enedis, qu'on ne pense pas simplement distribution d'électricité. On pense aussi parfois gaz, parfois chaleur. On pense aussi à l'optimisation avec l'eau, le multi-énergie, le multi-acteur. Et ça, c'est très important. Et je trouve que le projet, cette coopération entre les acteurs va de plus en plus de l'avant, le plus en amont des projets, et que ça nous permet d'arriver à des résultats. Quand on travaille avec le Méné, par exemple, monsieur le maire du Méné, peut-être avec nous, devait être avec nous, je sais oui, pas. On va l'inviter dans quelques minutes. D'accord. Donc, on mène une expérimentation. Nous avons mené une expérimentation avec eux sur de la mise à disposition de données à une maille territoriale. Alors, il en parlera un petit peu. D'accord. Ouais. Bon, donc on en parlera davantage avec monsieur le maire, mais ça se fait avec la collectivité, bien entendu, et ça se fait avec les administrés pour qu'ils aident à tester les choses, pour que tous ensemble nous co-construisions ces réponses. Lorsque l'on travaille avec le syndicat d'énergie du Cher, l'US2 18, sur le projet à Marmagne, pour réaliser un projet d'autoconsommation, pour optimiser les choses au niveau local, eh bien on travaille évidemment avec le syndicat, évidemment avec la collectivité et avec un acteur de la construction et des services énergétiques. Et c'est parce qu'on travaille ensemble en amont du projet que l'on est capable de faire des belles réalisations. Et finalement, j'ai envie de dire, quel que soit le schéma organisationnel. Marc, chez Disca. Alors, effectivement, Jackie Eniel, maire du Méné, tout au fond là-bas, alors qu'il y avait une belle place pour lui au premier rang. Rejoignez-nous. Pendant ce temps-là, Marc Gedliska, vous évoquez souvent la notion de réseau bien commun. Dans la continuité justement du travail ensemble, du faire ensemble, qu'est-ce que vous pourriez préciser à ce sujet du réseau bien commun? Je sais pas trop, c'est une évidence. Alors il y a la propriété effectivement des réseaux de distribution est encore aujourd'hui au niveau des communes qui en délèguent la concession de manière obligatoire à Enedis, et c'est un sujet. Enfin, je pense que ça va venir dans la discussion. J'ai cru entendre deux trois. Voilà, et qui confie le contrôle de cette concession au syndicat d'énergie. Bon, c'est un bien commun parce que ça a été financé par les consommateurs. Alors peut-être que l'État effectivement a eu un rôle, et encore, il faudrait regarder dans l'histoire. Hein, je suis pas les collectivités aussi. Enfin bon, l'État a eu un rôle, mais on est bien jacobin en France. Hein, même au fin fond des campagnes, on aime bien que ça se décide à Paris ou à la Défense. Néanmoins, c'est un réseau qui serait construit historiquement d'abord dans les campagnes et qui s'est après aggloméré petit à petit. Hein. La vraie histoire, c'est comme celle-là. Il y a eu l'après Seconde Guerre mondiale, électrification, etc. Plan d'effectuation l'a fait l'électricité. Et je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que le réseau est construit, en tout cas, et notamment en milieu rural, dans ce sens-là. Ce bien commun aujourd'hui, il appartient pas à l'État, il appartient aux citoyens. Et oui, même si on vote pour nos élus nationaux, il nous appartient. Et dans les territoires, il faut qu'on puisse... Et on voit bien aujourd'hui, quand vous êtes des gens de territoire par définition, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des fois, dans certains endroits, des décalages de périmètre, par exemple. Entre la concession et sur un certain périmètre, généralement départemental, les projets de territoire, notamment les TEPOS,
Il y a peut-être quelques départements TEPOS, mais moi ce que je connais essentiellement, ce sont des communautés d'agglo, des communautés de communes, qui sont pas autorités concédantes, qui sont au mieux adhérentes du syndicat, mais qui souvent n'ont pas trop voix au chapitre. Et l'histoire des syndicats en France, je pense qu'il faudra un jour que des étudiants en histoire fassent l'histoire complète. On a des différences extrêmement fortes d'une région, d'un département à l'autre. Il y a quand même beaucoup d'endormis là-dedans, hein. Et je pense que le fait d'avoir un acteur unique au niveau national, c'est vrai que ça a des atouts, faut le reconnaître. Ça a été décidé à une époque sortie de la guerre où on peut comprendre tout à fait les raisons. Des fois, les Allemands nous envient d'avoir une seule décision centralisée et hop, ça marche partout pareil. Néanmoins, ça a quelques inconvénients. Notamment, alors je parlais des syndicats qui sont un peu endormis pour un certain nombre d'entre eux, mais je pense qu'on peut dire aussi, je suis désolé de le dire, un peu ça d'Enedis aussi, parce qu'on entend des beaux discours et des belles envolées au niveau national sur les tribunes, mais après quand on retourne dans nos villages et nos petites villes, et qu'on est confronté à des problématiques de raccordement au réseau, parce qu'on a envie d'en faire et qu'il y a les moyens, que les tarifs d'achat, il y a tout ça, c'est pas tout à fait cette réalité-là qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que le monopole, enfin en tout cas la constitution aujourd'hui du monde de l'électricité autour des réseaux a eu un effet un peu somnifère en France. Le photovoltaïque a jamais été aussi peu cher qu'aujourd'hui, il baisse très très régulièrement. La France n'en a jamais aussi peu installé en rythme annuel. On était à 1200 MW en 2011 au moment du moratoire. On était à 600 l'année dernière, on sera peut-être à 400 cette année. Expliquez-moi. Et la majorité de ces installations, c'est des AO creux, donc sur des centrales au sol, de grande puissance, qui sont opérées pour une grande partie d'entre elles par des acteurs nationaux, dont certains qui sont des filiales, des cousines, des Nedis, de la maison mère. Donc moi j'aime beaucoup les envolées lyriques, j'aime beaucoup plus les réalités de terrain. Donc et quand je parle de dialogue, c'est pas des dialogues ici seulement dont on a besoin, c'est des dialogues tous les jours, là où on est, quand on a des projets et qu'on doit les co-construire. Et aujourd'hui, on va pas rentrer dans le détail des procédures, dans le détail des modes de calcul, etc. Mais on a quand même un grand chemin à faire, et je suis très heureux de savoir qu'on va le faire maintenant, puisqu'on me le dit, mais j'attends les résultats. Alors, le petit risque, on va vous redonner la parole à tous les deux. Simplement, justement, Marc, on va retourner sur le terrain. Jackie Eniel, maire du Menez, premier organisateur, fondateur, créateur des rencontres TEPOS. C'est bon de le rappeler, on va le rappeler juste après. On vous invite un tout petit peu en retard, aussi parce que, sur cette table ronde, aussi parce que vous serez dans la suivante. La question des réseaux électriques, c'est une question justement qui vous préoccupe, enfin en tout cas qui vous occupe. Vous avez mené des projets un peu pilotes expérimentaux, donc vous étiez une communauté de communes, vous êtes devenu une commune nouvelle. Qu'est-ce qu'à l'échelle d'une commune nouvelle, justement, vraiment peut-être les pieds dans le terrain, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on peut faire sur le réseau? Qu'est-ce que vous envisagez de faire et pour quelles raisons? Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, je crois que je voudrais pas ici jouer le rôle d'arbitre sur cette tribune, mais c'est très intéressant, premièrement, de me donner la parole, de donner la parole à un territoire qu'on a dit pionnier, mais ce que je me réjouis aujourd'hui, c'est qu'on est de moins en moins pionnier parce que il y a plus en plus de territoires et toutes ces rencontres me font énormément plaisir parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux et il y a toujours de plus en plus de territoires qui intègrent la démarche. Donc nous, sur le territoire du Menez, donc c'est une nouvelle commune, 6500 habitants, 163 km². Donc aujourd'hui, notre stade de réflexion dépend du résultat, je dirais, de la production sur ce territoire. Donc aujourd'hui, au niveau électrique, nous sommes à 99,9% de production électrique sur le territoire, à savoir 2 tiers éolien, 1 tiers méthanisation, et puis on produit aussi, comme tu le disais Marc, seulement 1 méga de photovoltaïque, mais bon, c'est la Bretagne, c'est pas le Sud. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement l'adaptation de la production de nos territoires sur le réseau. Et je crois que là, l'apport que je pourrais faire, c'est un apport constructif. Il ne s'agit pas de s'alpaguer les uns les autres parce qu'on produit ceci, on produit cela, il y a ceci, il y a cela. Nous, sur le Menez, on travaille dans un état plutôt, dans un esprit plutôt constructif. Et c'est vrai que des partenariats, on en a besoin et on en a. On a travaillé, vous le disiez tout à l'heure, avec Enedis sur cette application WhatsApp, c'est-à-dire que on avait, puisque l'opération
coopération malheureusement se termine avec Enedis et puis son partenaire. On avait la possibilité, on a encore jusque maintenant la possibilité de voir sur nos smartphones, sur vos smartphones, suivant une application, la production et la consommation en instant réel du territoire. Donc c'est vrai qu'il y a eu à peu près 300 personnes du territoire qui se sont abonnées à cette application. À peu près peut-être une cinquantaine qui ont suivi de manière constante justement cette production-consommation. Donc d'un approche sociale, moi je trouvais que c'était intéressant parce que on rentrait justement directement dans les besoins des gens et les gens pouvaient justement suivre et puis exprimer leurs besoins par rapport à ça. Donc ça a été quand même un travail intéressant. Il va être stoppé aujourd'hui malheureusement parce que le partenaire d'Enedis souhaite se retirer ou plutôt nous demande de l'argent supplémentaire que nous, petites collectivités, sommes pas capables de suivre. Mais comme le compteur Linky est en train de se déployer sur le territoire, dès l'an prochain, on va reprendre cette expérimentation avec Linky parce que on aura la même possibilité avec ce compteur. Donc parce que pour avoir des données quand même assez fiables, il faut que ce soit fait sur la durée. Donc on a travaillé là-dessus depuis, on va dire, 5 mois. C'est un petit peu limite à mon avis, c'est pas suffisant puisqu'on n'a pas les périodes d'hiver et tout ça, puisqu'on a commencé vers le mois de février. Et donc par rapport à ça, par rapport justement au réseau et l'équilibrage des réseaux, parce que c'est ça quand même le point numéro 1 aussi, on vient de finir une étude qui a duré plus d'1 an avec le CEATEC. Donc justement pour, dans ce petit territoire, être, je dirais, on voulait être un peu pilote et démonstrateur de la possibilité d'un territoire, des capacités qu'il va donc exporter, qu'il va mettre sur le réseau, et quelle capacité ce réseau donc peut absorber. Donc un certain nombre de questions se posaient à nous, puisque nous, notre objectif, il est quand même assez court, c'est 100% énergie renouvelable en 2025. Puisqu'on a commencé dans les énergies renouvelables, je dirais, vraiment à travailler le sujet depuis 2005, mais c'était en réalité depuis 2000 qu'on travaillait ces questions. Et ce sont justement dans cette étude avec le CEATEC, je dirais, 3 questions fondamentales qui se posent à notre territoire. C'est de quelle énergie renouvelable avons-nous besoin? Donc est-ce que c'est du solaire? Est-ce que c'est de l'éolien? Est-ce que c'est de la méthanisation? Avec quelle puissance pour chacune? C'est bien ça le cadrage de tout ça. Comment ajuster la production, je dirais, et la consommation pendant ces heures creuses éoliennes, puisque c'est la production éolienne aussi, comme le photovoltaïque, c'est des productions donc intermittentes. Donc je dirais aujourd'hui, à ce stade, nous avons encore besoin du nucléaire. Ça rejoint l'atelier précédent où quand Christian avec Négawatt nous parlait du gaz, on a encore besoin des énergies fossiles. Donc on est en plein aussi dans ce qu'on travaille depuis des années avec vous, la transition. Et la transition, ça se fait sur le moyen terme, voire le long terme. Et puis l'équilibrage des réseaux aussi se fait par le stockage. De quel stockage avons-nous besoin? Quelle quantité? Et quelle nature? Parce que la nature peut être tout à fait différente. Donc le CEATEC nous a fait un certain nombre, je dirais un certain nombre de propositions, de simulations, hein, entre les données qu'ils ont eues par Enedis, parce que là il y a eu un travail tout à fait constructif de partenariat avec Enedis qui nous a communiqué, c'est vrai, ils ne le font pas souvent, mais qui a communiqué bien volontiers donc les productions de ce territoire. Et donc, ce qui a été mis en avant sur ce territoire, c'est ce qui manque. Qu'est-ce qui manque à notre territoire pour vraiment équilibrer, pour être à 100%. Donc aujourd'hui, sur notre territoire, on a besoin d'un peu d'éolien, beaucoup de photovoltaïque, je vous le disais tout à l'heure, pour pallier ces heures creuses d'éolien. On a besoin d'un stockage dimensionné. Quelle dimension de stockage avons-nous besoin? Et puis aussi, je crois que nous aurons besoin d'argent parce que nous aurons besoin d'investissements privés sur ce territoire. Donc le résultat, c'est que aujourd'hui, avec un 3e parc éolien participatif qui est en construction sur le territoire, nous serons à 100%.
Mais l'objectif pour nous, c'est combien de temps dans l'année on peut être en 100% sur un territoire. C'est ça qui est en fin de compte intéressant. C'est pas de produire pour produire, mais combien de temps ce petit territoire ou ce territoire pourra être autonome justement avec ces énergies renouvelables. C'est bien ça le problème. Et justement, l'objectif de 90% d'autonomie sur ce territoire est tout à fait atteignable justement avec la mise en place justement de ces différentes énergies. Puisque je pars du principe, et dans l'étude il est parti du principe, que les réseaux ne changeaient pas bien sûr. Il n'y avait pas d'augmentation de dimension de tuyaux, on partait à tuyaux constants. Et je dirais là-dessus, par rapport aux questions de fond qui nous sont posées, nous, si je dirais, on investit 5 €, mettons, c'est dans quelle énergie on va l'investir? Est-ce qu'on l'investit plus dans l'éolien? Est-ce qu'on l'investit plus dans le photovoltaïque? Si on investit 10 €, est-ce qu'on investit 5 € dans l'éolien? Est-ce qu'on investit 10 € dans le photovoltaïque? C'est ça, c'est des questions de fond qui nous sont posées, auxquelles il est sans doute plus ou moins facile de répondre. Mais on s'aperçoit que au total, en fin de compte, c'est le stockage et puis l'ajustement des consommations qui va faire la différence. Et c'est vrai que si on avait les possibilités dès aujourd'hui d'investir sur ce territoire 12-13 millions d'euros, on atteindrait tout de suite nos 90% d'autonomie sur toute l'année. Donc, ce qui n'est pas quand même négligeable. Merci. Il me semble que là, vous vous positionnez dans une posture un peu, d'objectif qu'on pourrait qualifier justement d'équilibrage local ou voire d'autoconsommation à l'échelle de la commune. Je ne doute pas que ce témoignage-là interpelle fortement chacun d'entre vous trois. Donc, je vais vous redonner la parole à chacun et je vais réintroduire un certain nombre de questions, de commentaires qui ont été faits qui vont vous permettre aussi certainement de réagir à ça. Un exemple très concret, justement, un autre que celui du Menet, un peu plus loin en Bretagne. Un certain nombre d'îles, dont une en particulier fait beaucoup parler d'elle et a beaucoup fait parler d'elle pendant quelques temps, l'île de Sein, non connectée au réseau électrique, dont aujourd'hui la production électrique est assurée quasi intégralement avec du fioul, dans un cadre de péréquation tarifaire nationale lié à la solidarité entre le continent et les îles. C'est un exemple, aujourd'hui, la transition, depuis très longtemps, elle a eu du mal à se mettre en place, elle se met aujourd'hui en place dans un contexte, on va dire, médiatique particulier. Et d'ailleurs, dans une modalité sur le terrain particulière. Première chose, autre question qui a été mentionnée, est-ce que, alors je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes concerné réellement par la proximité avec Brest, mais on pose la question et le lien entre le Menet et Brest, par exemple. Quel contrat de réciprocité, par exemple, puisque c'est un terme qui est employé aujourd'hui, entre un territoire urbain et un territoire rural en matière de réseau électrique? Quel rôle de RTE dans le développement dans les territoires des réseaux? Je ne suis pas sûr que du coup il y ait un grand rôle de RTE sur les territoires, mais vous nous direz. Et puis voilà, volonté politique et cadre législatif, qu'est-ce qu'on fait entre les quelques kilowattheures de photovoltaïque par exemple sur les toits et justement le rôle que vous avez évoqué du nucléaire aujourd'hui. Jackie, vous dites aujourd'hui on a besoin du nucléaire ou du fossile parce qu'il faut bien consommer quelque chose, mais la question c'est celle de la transition. Et est-ce que demain par exemple on fait une nouvelle centrale nucléaire et quelle évolution des réseaux en fonction des grands choix de production qu'on peut mener par ailleurs? Voilà, c'est très très vaste. Peut-être Nicolas Wojnarowski justement sur ces questions-là. Et évidemment vous pouvez revenir un peu sur les propos que Marc Geleska a pu prononcer précédemment. Non, les questions elles sont très foisonnantes. On a eu l'occasion de le dire. Je ne sais pas si c'est entre Brest, le Menet, ou entre le rural et l'urbain en général, mais de toute façon, le réseau public de distribution, il est là aussi pour organiser cette solidarité entre les différents territoires, c'est certain. On a travaillé avec vous, Monsieur le maire, sur cette volonté d'avoir une production locale, un potentiel, une valorisation du potentiel énergétique local qui couvre toutes les consommations. Un point important dans ce qu'on a vu, c'est que très souvent, vous étiez aussi en surproduction.
Donc il y avait la nécessité d'aller écouler cette consommation au-delà du territoire du Méné. Donc notre rôle, c'est bien aussi d'organiser cette solidarité et cette optimisation entre les différents types de territoires. Je voudrais juste revenir sur l'aspect concret de ce que nous sommes en train de mettre en place au service de la transition énergétique. Enedis ne le nie pas, on l'a dit, c'est une révolution ce qui est en train de se passer avec les ENR, la mobilité électrique, etc. Techniquement, ça n'est pas simple. Oui, lorsqu'il y a des énergies décentralisées qui arrivent sur le réseau, eh bien, il faut prendre en compte les contraintes sur le réseau. Il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes de coûts, et donc on discute tous ensemble pour organiser cela et pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Cependant, dès aujourd'hui, si on regarde l'intégration des ENR dans le paysage, et notamment dans le paysage rural, prenons deux domaines. Si je prends la moyenne tension, un certain nombre de démonstrateurs, que ça soit dans l'Aube avec Vantea ou côté Smart Grid Vendée, nous ont amené à être en capacité d'ores et déjà d'industrialiser l'intégration de cette production à la maille moyenne tension. Aujourd'hui, nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs sur des offres de raccordement intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, moyennant la possibilité de ne pas injecter pendant quelques heures dans l'année, les heures sur lesquelles le réseau est le plus chargé, alors le producteur pourra se raccorder plus rapidement et pour moins cher. Ça, c'est une solution qui sera bientôt en cours d'industrialisation, qui est concrète et qui, je pense, amène de la valeur à la transition énergétique. Parlons maintenant de la basse tension, puisqu'en effet, vous l'avez dit, notamment M. Zedliska, les domaines sur lesquels vous travaillez, c'est très souvent sur la basse tension. Oui, il y a un certain nombre de contraintes réseau. Oui, il y a beaucoup d'échanges et des échanges fournis. Mais grâce au travail en commun avec les territoires et avec les acteurs, il y a maintenant quelques semestres, années, on va dire, nous avons expérimenté une solution qui revient à regarder dès l'amont des projets quelles sont les contraintes technico-économiques qui permettent aux producteurs, aux gestionnaires de projet, de voir les emplacements des ENR et la puissance pour que ça passe mieux sur le réseau. Ça, c'est pour reprendre ce qui se passe dans la région Rhône-Alpes. On a travaillé avec des centrales villageoises, on a travaillé avec le syndicat intercommunal des Monts du Lyonnais pour regarder ce qui pouvait être mis en place. Maintenant, c'est industriel et on prépare la prochaine étape qui est la mise à disposition en open source, open data, de ces contraintes sur le réseau pour faciliter les choses. Ça, M. Zedliska, il me semble qu'on est dans le concret de ce qui est en train d'être mis en place pour faciliter l'insertion des ENR et la transition énergétique dans nos territoires. Merci. Alors, ce qui m'a semblé intéressant, c'est effectivement, vous aviez évoqué au début le fait que vous êtes dans un cadre réglementé. Et là, vous évoluez justement, vous évoquez des possibilités de faire évoluer, pas vous-même ce cadre, mais enfin de proposer en tout cas un certain nombre de solutions techniques pour assouplir, optimiser, rendre possible les choses. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors ça, on y a tous intérêt. Je veux dire, Enedis est régulé. Hein, on n'est pas une entreprise qui fait ce qu'il veut, ça c'est bien évident. Notamment, on travaille avec le régulateur, et je l'ai dit, avec tous les partenaires, pour pouvoir rentrer dans une stratégie d'expérimentation à visée d'industrialisation, certes, mais qui nous permet de regarder ce qui amène de la valeur à l'ensemble des acteurs. Michel Teyssié, vous qui avez évoqué le fait que votre potentiel ENR dépasse assez largement la consommation électrique du territoire. 6 fois. Comment vous vous positionnez, d'ailleurs en tant que président de communauté de communes, comme en tant que président de syndicat, sur la posture que peut adopter un territoire rural par rapport à cette question, en contrepoint peut-être de l'intervention de Jackie Heniel? Moi, ce que je veux ici, c'est témoigner d'une réalité que je vis. Demain, à cette heure-ci, nous couperons le ruban d'un méthaniseur qui va produire 330 kilos. Ce méthaniseur, quand il a été en projet, Enedis a répondu, et c'est pas pour vous faire grief, moi je suis persuadé de la sincérité de vos propos, mais je suis obligé de relater une réalité. Enedis a dit, il faut reconstruire 4 km de moyenne tension. Et il faut 4 ans. Si on avait acté cette parole, non mais je suis désolé, si on avait acté cette parole, on n'inaugurerait pas demain. Qu'avons-nous fait? Nous avons... vous le savez mieux que moi, plafonner l'injection à 250 kg et nous avons pu le faire en basse tension. Mais pour arriver à 330,
à 330, nous ferons 2 injections. Et grâce à ça, le coût pour l'opérateur n'a pas été prohibitif, le projet n'est pas tombé, et nous pourrons l'inaugurer. Donc moi, je me dis que je peux comprendre les difficultés d'Enedis à reconstruire les réseaux dont les territoires ont besoin, mais je me dis que nous ferions mieux de nous mettre d'accord entre les syndicats et Enedis pour aller voir quelle est la part du TURP, y compris supplémentaire, qui permettrait de financer les investissements, puisque le TURP, ça sert à... Ben oui, le TURP, ça sert à ça. Et le TURP, ça permet de financer de l'investissement chez Enedis sans emprunt. C'est quand même fabuleux. C'est les consommateurs qui le payent. C'est pas mal. Donc si on disait les besoins sont de temps, la programmation est de telle durée et le coût est de X, je pense qu'il y a une capacité de compréhension et d'acceptabilité à la fois des consommateurs, à la fois des citoyens, à la fois de la société. Quand je vois les annonces du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, dire d'ici 2025 17 réacteurs nucléaires par terre, et que je vois personne s'insurger, je me dis que les esprits sont mûrs pour aller vers une véritable transition énergétique, et que cette transition énergétique, il faut la programmer, il faut la financer, et on ne peut pas avoir d'intérêt contradictoire entre les acteurs que sont les opérateurs, Enedis, les syndicats, les collectivités, les citoyens, etc. Et les porteurs de projets locaux, et les boucles locales. Les boucles locales, elles vont nous amener, si on n'est pas capable de réguler, à voir émerger des logiques de régie un peu partout. Les logiques de régie, ça peut devenir rapidement des concurrences d'intérêts privés qui ne constituent pas l'intérêt général. Attention par rapport au réseau. Donc moi, je crois qu'on a intérêt à éviter ça et intérêt à se mettre rapidement autour de la table. C'est pour ça que j'en appelle à l'arbitrage de l'État, parce que je vois bien que vous êtes, vous, Enedis, tiraillés entre les exigences des métropoles et les devoirs du territoire rural. Et ça, vous n'y arriverez pas seul, il faudra qu'on s'y mette tous. Alors, Marc Géliska, je vais vous poser un défi, alors un défi complexe. Il va falloir qu'on termine cette table ronde. Donc l'enjeu, ça va être de vous donner la parole, mais d'arriver sur une note conclusive assez rassembleuse pour éviter que j'ai à redonner la parole aux autres intervenants. Mais je pense que l'intervention de Michel Teyssédo n'est pas très éloignée de choses que... Bon, alors ça sera ma dernière intervention, je ne redemanderai pas la parole. Très bien, merci. Ah non, ça fait du bien d'entendre des syndicats qui parlent comme ça. Franchement, chez nous, parlez à vos collègues. Hein. Alors d'abord, moi, je voudrais quand même dire quelque chose. Le réseau, on adore le réseau, on adore Enedis, on en a besoin. C'est absolument indispensable. On n'a rien contre vous. On veut vous rendre excellent parce que vous êtes bon aujourd'hui sur vos métiers traditionnels. Il faut maintenant que vous soyez excellent sur les métiers dont on a besoin demain. Donc ce qu'a dit le syndicat, moi je vous souscris à 100%. Par contre, ce qu'a dit... Merci, c'était très bien, Marc Géliska. Jackie, il faudra qu'on se reparle sur 2-3 sujets, parce que l'autarcie énergétique, pour moi, c'est pas ça les préposes, parce qu'il y a un déséquilibre entre les villes et les campagnes, et si on ne fait que ce dont on a besoin à la campagne, en ville, ils vont avoir du mal à s'en sortir. Mais on en reparlera une autre fois. C'est quasiment ça, quand on en reparlera. En tout cas, le stockage, bref, c'est pas au bistrot ce soir, quand tu veux. Mais, alors là, je vais faire un scoop. Je vais vous faire un scoop. Alors moi, je connais bien la question du réseau. Pourquoi? Parce que je ne suis pas raccordé au réseau depuis 35 ans. J'ai 800 watts crête de photovoltaïque que j'ai porté à 2 kW sur batterie. Je suis sur batterie, donc dans le cadre, en plus, d'un programme européen et propriété de la commune où j'habite. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je viens de faire ma demande de raccordement au réseau. Hein? Mais, il y a quand même un mais. D'après les informations de ma possession, ça va être 60 000 €. Eh bien, faut pas vite au fond je vous avoue que je suis venu à ce rencontre des Beauces pour me faire une philosophie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je signe la PTF parce que la commune m'a dit on payera, on est en région urbaine, un bassin, on payera, je vais coûter 60 000 € à ma commune, c'est un siècle de photovoltaïque avec changement de batterie à la place. Je suis complètement tiraillé, j'adore le réseau, j'en connais, parce que je ne l'ai pas, j'en connais les intérêts justement, c'est la batterie, c'est eux la vraie batterie, c'est eux le vrai stockage. Ah, moi le matin, en été quand c'est plein, je perds mon électricité, je peux pas la donner à mon voisin, je peux pas la donner au voisin de mon voisin. Et l'hiver, quand j'ai plus de soleil, je suis obligé de faire tourner le groupe électrogène. Pour l'instant, il n'est pas au carburant.
Donc le réseau, pour moi, c'est l'outil extraordinaire de la mutualité, de la solidarité nationale, etc. Je m'en suis privé pour des raisons qui me regardent, je vis avec, je continuerai, je pense, à vivre avec. Mais voilà, je continuerai en tout cas, parce que ce réseau, j'ai aucun intérêt dans le réseau, je paye rien, je paye pas de turp. Donc s'il augmente, désolé, c'est pour vous, mais je continuerai pour tout le restant de mes jours à vous obliger à devenir excellent. Voilà. Merci beaucoup. Alors, et Nicolas Wojnarowski, un mot de conclusion. Enedis étant une entreprise nationale implantée dans... Non, pardon, pas de mot de conclusion pour vous. Un mot de conclusion en votre nom, j'allais dire. Enedis est un réseau une entreprise implantée dans tous les territoires. Vous aurez le dernier mot partout. Vous êtes implanté, contrairement à Marc Gélisca, qui n'est que dans le Rhône. Donc, merci à tous. Je vous remercie pour votre participation. C'était vif, mais j'espère agréable pour vous, en tout cas. Alors, merci à tous. Merci. Alors, l'avantage, Jackie, vous restez parmi nous. Donc, pendant qu'on va changer justement le plateau et les intervenants, merci beaucoup à tous les trois.